Taylor Swift, cette chanteuse à franges, grande idole des adolescentes hystériques en peine de cœur, pourrait-elle faire gagner Joe Biden lors des élections présidentielles américaines de novembre? C'est la question qui fait le tour de tous les médias américains depuis 2 mois et qui commence à arriver en Europe, comme absolument tout ce qui provient des États-Unis. Mais bon, c'est pas le sujet. Bon, en France, Taylor Swift, on la connaît, mais bon, c'est pas... On s'en fout un peu, quoi. Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi? Non, même pas, je m'en fous. Même pas aussi. Aux États-Unis, par contre, c'est la célébrité qui pèse le plus dans le game, si vous me permettez. C'est l'artiste la plus écoutée du monde sur Spotify, avec 26 milliards de streams. C'est aussi la seule à avoir remporté 4 fois le Grammy Awards du meilleur album, devant Frank Sinatra et Stevie Wonder. Et surtout, elle est la première artiste à être devenue milliardaire grâce au seul revenu engendré par sa musique, ce qui n'est pas rien. Une fois qu'on sait tout ça, on comprend mieux l'inquiétude du camp républicain et l'engouement du camp démocrate quant à un possible soutien de la star à Joe Biden. Mais est-ce qu'une pop star, aussi célèbre soit-elle, peut réellement influencer le choix du prochain président d'une des nations les plus puissantes du monde? Décryptons. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Taylor Swift à la base c'est une chanteuse de country. Et le country c'est la musique des cow-boys. Et les cow-boys ce sont pour la majorité d'entre eux des conservateurs. C'est un raccourci très rapide mais pas si faux que ça. Nous ce qu'on aime c'est revendre des pots de bêtes, couper du bois, ou tout ce qui touche aux USA. C'est donc pour cette raison que même si Taylor Swift restait au début de sa carrière très discrète sur ses opinions politiques, car elle disait, je cite, ne pas connaître suffisamment de choses sur la vie pour dire aux gens pour qui voter, et ben on pensait quand même qu'elle penchait du côté des républicains. Quelle ne fut pas donc la surprise de tout le monde quand en 2018 elle parraine un démocrate aux élections de mi-mandat dans son état du Tennessee. Dans un long post Instagram, elle décide d'assumer ses opinions politiques. Elle annonce donc qu'elle va voter pour 2 candidats démocrates, puis appelle ses fans à s'inscrire sur les listes électorales. Dans son message, elle s'en prend à sa bête noire, la conservatrice Marsha Blackburn, candidate républicaine pour le Sénat dans l'état du Tennessee. Pourquoi ? Parce que ses votes au Congrès consternent et terrifient la chanteuse. Je cite, elle a voté contre l'égalité salariale pour les femmes, elle a voté contre la réautorisation de la loi sur la violence à l'égard des femmes, qui vise à protéger les femmes contre les violences domestiques, le harcèlement et le viol. Elle pense que les entreprises ont le droit de refuser de servir les couples homosexuels, elle pense également qu'ils ne devraient pas avoir le droit de se marier. Ce ne sont pas mes valeurs. Vous en doutez, ça a fait pas mal de bruit. Marsha Blackburn a répondu que, bien sûr, qu'elle était pour l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, et la fin des violences envers les femmes. J'ai été très active dans les refuges pour victimes d'abus et les centres de défense des enfants, je défends la cause des femmes en matière d'égalité salariale depuis l'âge de 19 ans, et je veille à ce que les femmes aient la possibilité d'obtenir un salaire maximum. J'ai de bons résultats en la matière. Les républicains ont ensuite déclaré que bien qu'ils soient favorables à l'égalité de rémunération pour un travail égal, le projet de loi sur l'égalité salariale augmenterait le nombre de poursuites civiles. À titre d'exemple, ça aurait permis à un employé se sentant lésé au niveau du salaire d'ouvrir un procès contre son employeur. Ils ont aussi affirmé que le projet de loi était inutile, car la discrimination fondée sur le sexe est déjà illégale. Et concernant la loi sur la violence à l'égard des femmes, Marsha Blackburn a voté contre, car dans Femmes, le projet de loi comprenait les femmes transgenres et aurait permis à des hommes biologiques de se rendre dans des refuges pour femmes victimes de violences sexuelles. Mais ça, Taylor Swift ne le dit pas. Elle veut juste être du bon côté de l'histoire, comme on l'entend dire entre deux sanglots dans le documentaire Netflix Miss Americana, après qu'elle a reçu des critiques pour ne pas avoir pris parti durant la campagne présidentielle de 2016. I need to be on the right side of history. Et le bon côté de l'histoire, c'est évidemment la gauche. C'est un niveau d'âme et une supériorité humaine que je n'ai pas. Après cette histoire, Donald Trump prend la défense de Marsha Blackburn en disant que Taylor Swift ne doit pas vraiment bien la connaître pour dire ce genre de choses et affirme aimer la musique de la chanteuse 25% moins. Let's say that I like Taylor's music about 25% less now, okay? Thank you. En effet, c'est pas vraiment l'amour fou entre l'ancien président et la chanteuse. En 2020, pendant la campagne présidentielle, elle accuse Trump d'avoir attisé les flammes du suprémacisme blanc et du racisme durant son mandat. Puis elle fait des cupcakes à l'effigie de Biden et le soutient publiquement. Dans V Magazine, elle dit « On mérite un président qui reconnaisse que les gens de couleur méritent de se sentir en sécurité et représentés ». Ah oui, à gauche tu ne peux pas défendre une seule cause, t'es obligé de prendre le pack complet. Taylor Swift est donc, en plus d'être féministe et antiraciste, une militante écolo, qui émet 8000 tonnes de CO2 par an pour rendre visite à son petit ami en jet privé et qui a été sacrée célébrité avec l'empreinte carbone la plus élevée du monde, certes, mais elle écrit des chansons qui parlent de la nature et elle a désigné le changement climatique comme l'une des horribles situations qui gangrènent le monde, donc on lui pardonne. Taylor Swift est aussi une humanitaire, allié des groupes opprimés et marginalisés, qui s'est produit en 2019 à Shanghai lors d'un concert annuel destiné à accroître la visibilité d'Alibaba,
le détaillant chinois de commerce en ligne le plus puissant du pays, qui a développé un logiciel de reconnaissance faciale permettant de repérer facilement les Ouïghours. Mais bon, elle fait plein de dons aux assos humanitaires, et puis les Ouïghours sont pas si opprimés. Et enfin, Taylor Swift est une activiste LGBTQ+, chevronnée, qui dénonce lors de ses concerts les atteintes aux droits des personnes LGBT, comme l'interdiction de l'aide médicale aux transgenres. Recent years, there have been so many harmful pieces of legislation that have put people in the LGBTQ and queer community at risk. Et qui autorise la diffusion de son film-concert dans des pays où l'homosexualité est illégale. Bref, Taylor Swift est de gauche. Quand je vous disais dans l'intro que Taylor Swift aux États-Unis pesait dans le game, c'était tout sauf une hyperbole. En chiffres, Taylor Swift, c'est 283 millions d'abonnés sur Instagram, 100 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify, 4 années passées en tête des ventes de disques mondiales, c'est plus d'1 milliard engrangé par sa tournée The Eras Tour, la plus lucrative de tous les temps, un titre de personnalité de l'année décerné par le Times, une première pour un artiste, ou encore 70% d'opinions favorables chez les Américains. Mais c'est surtout beaucoup de fans. Les Swifties. Et si en France ces Swifties sont majoritairement des jeunes femmes de moins de 25 ans quelque peu excessives. Je suis Swiftie, donc bien évidemment que à chaque fois que j'écoute une autre musique que Taylor Swift, j'ai l'impression de la tromper. Aux États-Unis, ces fans ont un profil plus varié, toujours autant excessif. Mais plus varié. Selon un sondage Morning Consult réalisé en 2023, ces derniers sont, à part presque égales, des hommes et des femmes, à 55% démocrates, blancs pour 3/4 d'entre eux et, pour plus de la moitié, des habitants des zones périurbaines. Et ces Swifties, lorsqu'ils sont réunis par milliers, sont capables de petites prouesses. Aussi bien économiques, avec le phénomène débattu des Taylornomics. Pour résumer le phénomène, si Taylor Swift était une économie, elle serait plus grande que celle de 50 pays. Sa tournée contribuerait à près de 6 milliards d'euros au PIB des États-Unis et ses fans dépenseraient en moyenne 1300 $ pour assister à un concert rapportant une petite fortune aux villes dans lesquelles elle se produit. Mais les Swifties sont aussi capables de prouesses sismologiques. En 2023, l'agitation de la foule à un concert a provoqué des secousses équivalentes à un tremblement de terre de magnitude 2,3. Et aussi, et c'est ça qui nous intéresse, politique. En janvier, quand des deepfakes porno de la chanteuse générés par intelligence artificielle inondent X, ses fans décident de publier en masse sur le réseau afin de noyer les contenus porno. Un mouvement qui poussera la Maison-Blanche à exiger la mise en place d'une régulation contre ces montages et un projet de loi déposé par 4 sénateurs. La chanteuse est tellement influente que le quotidien USA Today vient d'engager une Swiftie pour couvrir son actu et que The Guardian, un journal britannique, même pas américain, britannique, publie depuis peu une newsletter hebdomadaire uniquement réservée à Taylor Swift. Elle est partout, jusque dans les universités. Et je ne parle pas seulement de ces fan clubs présents dans chaque grande université américaine, il y a aussi des cours sur Taylor Swift. Ouais, des cours. Avec des notes, et des élèves, et des profs comme Stephanie Burt, professeure de langue anglaise à Harvard, qui propose un cours intitulé Taylor Swift et son monde. Je traduis direct parce qu'après vous allez vous foutre de la gueule de mon accent. Et dans ce cours, Taylor Swift et son monde, la professeure, une fan inconditionnelle de Tai Tai, analyse les textes écrits par la chanteuse et ceux dont elle s'est inspirée pour écrire ses chansons. Je cite Madame Burt. Ces chansons parlent de mes privilèges, de mes insécurités, de mon désir d'attention, de mes espoirs que tout le monde m'aime pour ce que je suis. Je fredonne ces mélodies avant de me coucher et au réveil j'ai l'impression qu'elles parlent en mon nom. Mais malheureusement Stephanie Burt n'est pas isolée. À l'université de Gand en Belgique, Ellie McCausland, qui ressemble étrangement à son idole, elle aussi, prof de littérature anglaise, va jusqu'à tisser des liens entre l'œuvre de Swift et celle de Dickens. Charles Dickens, ouais. Et le clou du spectacle, c'est le méga colloque universitaire réalisé à Melbourne en février. 400 spécialistes de 60 disciplines, genre musicologie, médecine, et rattachés à 78 instituts de recherche avaient postulé pour participer à cette conférence. Conférence dans laquelle ils ont parlé du féminisme de Swift dans l'industrie musicale, de son soutien à la cause LGBT+, de son impact économique et de son rapport avec ses fans, qui inspire beaucoup de stratégies marketing. Car s'il y a bien une chose pour laquelle Taylor Swift est douée, en plus de la musique, c'est son pouvoir de mobiliser ses troupes. Rappelez-vous du post Instagram dans lequel elle critiquait Blackburn. Et bien dans cette même publication, elle appelait ses fans à s'inscrire sur les listes électorales de vote.org. Résultat, la plateforme enregistre 250 000 nouvelles inscriptions sur les listes en 72 heures, soit plus en 3 jours que tout au long du mois d'août, qui avait compté 57 000 inscriptions, plus tout le mois de septembre, qui en avait compté 190 000. Et en septembre dernier, elle réitère cet exploit. Après la publication d'un message en story, pour les boomers, une story c'est comme une publication Instagram normale, sauf qu'elle ne dure que 24 heures.
dans laquelle elle invite encore une fois ses abonnés à s'inscrire sur les listes électorales de vote.org, la plateforme annonce un pic de fréquentation sur son site dans l'heure qui suit. Un bond de 1226% de participation pour être exact. Et plus de 35 000 inscriptions en un jour, soit 23% de plus que le même jour, un an plus tôt. Autre chiffre marquant, vote.org annonce aussi un bond de 115% dans les inscriptions d'électeurs de 18 ans par rapport à l'année précédente. Et là vous me dites, oui, mais c'est pas parce que ces fans s'inscrivent sur la liste électorale qu'ils vont voter pour le candidat qu'elle soutiendra. Et moi je vous réponds d'aller jeter un coup d'œil au sondage terrifiant, si vous voulez mon avis, du magazine Newsweek qui nous apprend que 18% des électeurs américains se disent plus susceptibles ou nettement plus susceptibles de voter pour un candidat auquel Taylor Swift aurait apporté son soutien. 30% si on regarde que les moins de 35 ans. Bon, c'est un chiffre à mettre en perspective puisqu'à l'inverse, 17% des électeurs interrogés se disent moins susceptibles de voter pour un candidat soutenu par la chanteuse. Mais bon, ça revient au même, c'est pas moins flippant de se dire qu'une aussi grosse partie de la population base son vote sur la vie d'une pop star milliardaire qui n'a pas la moindre idée de ce qu'est un pantalon. Les États-Unis ne sont plus un pays, mais une bergerie. D'ailleurs, en parlant de bergerie, l'Union européenne commence à prendre des notes sur son voisin. Dans le cadre d'une interview, le vice-président de la Commission européenne, Margaritis Schinas, a fait part de son espoir de voir la superstar mobiliser les jeunes électeurs à l'approche du scrutin européen. Mais retournons au pays de l'oncle Sam. Vous l'aurez compris, posséder Taylor Swift dans son équipe, c'est cool. Et l'avoir contre soi, c'est pas cool. Quoi? C'est pas cool? Oui, j'ai dit que c'était pas cool. C'est pour ça que depuis quelques semaines, certains Trumpistes cherchent à la décrédibiliser. Je précise certains car beaucoup de conservateurs ont conscience qu'affirmer que Taylor Swift est une arme satanique du gouvernement pour faire gagner Biden, c'est un peu toi que ça décrédibilise. Cela étant dit, Taylor Swift est en effet la cible de nombreuses théories complotistes relayées par des supporters de Trump. L'une d'elles est que la chanteuse pratiquerait de la magie noire pendant ses concerts. Celle-ci est surtout relayée par des membres du mouvement QAnon. Si vous ne savez pas ce qu'est QAnon, je vous invite à regarder ce décryptage. Je cite: non seulement Swift est de sa propre admission une sorcière satanique, elle est aussi un outil du Pentagone pour influencer le vote de milliers de jeunes électeurs. Du coup, une autre théorie est que Taylor Swift serait un outil du Pentagone, une espionne à la solde des démocrates, une opération psychologique ou psyop de la Maison Blanche. Sur Fox News, chaîne de télévision conservatrice, le présentateur Jesse Waters a lancé ça. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Taylor Swift est présente partout? Il y a 4 ans, l'unité des opérations psychologiques du Pentagone a évoqué l'idée de l'utiliser comme ressource lors d'une conférence de l'OTAN. Il montre ensuite des images d'un sommet de l'agence américaine sur la cybersécurité et la désinformation datant de 2019. Sauf que la vidéo ne montre absolument aucun lien entre la chanteuse et le Pentagone ou toute autre agence gouvernementale, puisqu'il s'agit en réalité d'une présentation faite par une chercheuse n'ayant aucune affiliation avec l'OTAN et qui cite Taylor Swift comme simple exemple de personnalité influente sur internet. Et enfin, la dernière théorie complotiste en vogue concerne le couple que forment Taylor Swift et Travis Kelce, joueur vedette de football américain qui était déjà dans la ligne de mire des conservateurs pour avoir joué dans une pub pour un vaccin anti-Covid. Ce couple aurait été créé de toutes pièces pour influencer l'opinion publique en faveur de Joe Biden et la finale du Super Bowl serait truquée au profit des Chiefs de Kansas City, l'équipe de Travis Kelce. Pour ce qui est du couple de Taylor Swift, qu'il a été créé de toutes pièces, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, ce serait pas une première, mais si vous voulez mon humble avis, ce serait plus pour des raisons économiques que pour influencer les Américains à voter Biden, leur romance ayant rapporté à la Ligue 331 millions de dollars en valeur de produits dérivés et de publicité, notamment sur les réseaux sociaux. Et pour ce qui est de la finale truquée, ça aurait pu en tenir la route si les Chiefs n'avaient pas remporté 3 des 5 derniers Super Bowl. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces théories convainquent pas mal de gens. Selon un sondage publié par l'université de Monmouth, en février, 18% des Américains croient qu'il existe une activité secrète du gouvernement visant à faire réélire Joe Biden grâce à Taylor Swift. Ce qui est légèrement ridicule puisque ça n'a rien de secret finalement. L'équipe de Joe Biden ne se cache absolument pas de vouloir obtenir le soutien de la chanteuse. Une de ses cadres a carrément dit, je cite, « Merci de ne pas nous dire que nous avons besoin d'une stratégie Taylor Swift, on suit le dossier ». Le New York Times avait aussi révélé que la pop star était au cœur de la strate digitale de la campagne Biden. L'équipe du président américain avait même envisagé de l'envoyer à l'un des concerts de Taylor Swift. Idée vite abandonnée en raison du cauchemar organisationnel que ça aurait été. D'abord en termes de sécurité et ensuite parce qu'on n'est pas sûr que le président candidat aurait été capable de monter les marches jusqu'à la scène.
Et oui, Joe Biden est un vieil homme, 81 ans, le plus vieux président américain de tous les temps, trop vieux même pour 80% de sa population. Et c'est justement pour rajeunir son image que son équipe com rêve de rallier Taylor Swift. Toujours selon le New York Times, la stratégie com de la Maison Blanche dans ce contexte de déclin des médias traditionnels, c'est de s'appuyer sur des influenceurs, micro comme macro, pour faire passer des messages et récolter des fonds. Car les jeunes, c'est le nerf de ces élections. Et selon un sondage publié début décembre par un institut de Harvard, le nombre de jeunes interrogés prévoyant assurément d'aller voter pour la prochaine présidentielle a chuté de 49%, contre 57% à l'automne 2019. Les mobiliser à quelques mois du scrutin semble donc primordial, d'autant plus que lorsque les jeunes votent, ils votent en majorité démocrate, surtout les jeunes femmes. Aux États-Unis, le gender gap, donc l'écart entre les genres chez les jeunes générations, a atteint un niveau inédit. 25% de jeunes hommes s'identifient comme étant à gauche contre 42% des jeunes femmes. Et c'est d'ailleurs cet électorat féminin qui avait fait basculer les élections de mi-terme de 2022 en faveur de Joe Biden. Donc pour le président actuel des États-Unis, dont la cote de popularité est historiquement au plus bas, à un peu moins de 40%, et qui en plus de ça s'est mis pas mal de ses électeurs à dos à cause de ses positions concernant le conflit israélo-palestinien, rallier les Swifties à sa cause, c'est s'assurer un vivier de jeunes électeurs et de jeunes électrices. C'est tenter qu'il arrête de confondre Taylor Swift et Britney Spears. Dès lors, quand le FBI publie un tweet pour encourager les citoyens qui ont des informations sur un crime fédéral à parler maintenant en s'inspirant de l'esthétique de l'album Speak Now, parler maintenant de Taylor Swift, ce n'est pas une opération psychologique du Pentagone, c'est juste une très mauvaise idée com. Et pour ce qui est de la réaction de Donald Trump, fait bien ce dernier est quelque peu vexé du non-soutien de la chanteuse. En février dernier, sur son propre réseau social Truth, l'ancien président disait « C'est impossible qu'elle soutienne cet escroc de Joe Biden, le pire et le plus corrompu des présidents de l'histoire de notre pays, et se montre ainsi déloyal envers l'homme qui lui a permis de gagner tant d'argent. » Puis Trump se rassure quand même en affirmant en privé qu'il est plus populaire que la chanteuse et qu'il a des fans encore plus déterminés que les siens. Ce qui semble être plutôt proche de la vérité, puisque selon un récent sondage publié dans le New York Times, Trump est en tête des intentions de vote dans 5 des 6 swing states, États clés, qui jouent un rôle primordial dans chaque élection présidentielle américaine, dans la mesure où ils ne sont jamais acquis au camp républicain ou au camp démocrate. Ce qui nous ramène donc à notre question initiale, une pop star aussi célèbre soit-elle peut-elle réellement influencer le choix du prochain président d'une des nations les plus puissantes du monde ? Et bah figurez-vous qu'il n'y a aucun consensus chez les spécialistes politiques et les études disent tout et son contraire. Mais qu'est-ce qu'on leur dit ? Certains disent que le soutien des personnalités a un impact et que celui de Taylor Swift envers Joe Biden permettrait de combler son manque de popularité auprès des jeunes. Un des plus fervents défenseurs de cette thèse est David J. Jackson, professeur de sciences politiques à la Bowling Green State University dans l'Ohio. En 2019, il publie une étude dans le Journal of Political Marketing consacrée au soutien public de célébrités pour les candidats à la présidentielle américaine. Selon lui, les soutiens de stars peuvent avoir un réel effet sur les électeurs en fonction de la familiarité, la popularité et la crédibilité de la personnalité. Et Taylor Swift cocherait toutes ces cases. Une autre étude de 2008 va dans ce sens, concluant que le soutien de Oprah Winfrey, présentatrice ultra connue de la télévision américaine à Obama, avait permis de lui ramener un nombre conséquent d'électeurs. Mais selon les auteurs, cette étude ne s'appliquerait qu'à Oprah. D'autres rappellent que le soutien massif des célébrités à Hillary Clinton en 2016 n'a pas eu de réel impact sur le scrutin. Et pourtant il était massif de chez massif, je vous laisse faire pause. Car comme le disent Keir Knightley, professeur d'études des médias à l'université Western Ontario, ou Frédéric Dabi, directeur général de l'institut de sondage IFOP, même si le soutien des stars donne une impression de force aux candidats, leur influence politique a tendance à être surestimée et doit être séparée du niveau d'émotion qu'elle suscite chez leurs fans. Ça ne veut pour autant pas dire qu'il est inutile. Si les candidats continuent de vouloir rallier les stars à leur campagne, c'est bien que les célébrités servent à quelque chose. Déjà, elles permettent d'attirer davantage l'attention sur un candidat ou un sujet. Ensuite, d'après une étude de Michael Cobb, elles permettent de booster le nombre de personnes assistant à un meeting. Forcément, t'as plus envie d'aller à un meeting si en prime t'as le droit d'avoir un concert de Katy Perry. J'ai pris l'exemple de Katy Perry car elle avait donné un concert pour un meeting d'Obama. Je me doute que ce n'est pas spécialement votre cam. Mais les stars servent surtout à doper les finances du candidat, soit par des dons pour le moins conséquents, comme le $1 million de Morgan Freeman pour la campagne d'Obama, soit en organisant ou en participant à des dîners de levée de fonds. Un dîner chez l'actrice Sarah Jessica Parker, avec un ticket d'entrée à $40 000, avait permis de récolter 2 millions. Un autre dîner chez George Clooney avait lui permis de récolter près de 15 millions. Bonjour, je m'appelle Valérie Pécresse, j'ai 54 ans. Quoi qu'il en soit, il est très difficile de déterminer après une élection si le candidat l'aurait remporté sans le soutien de la star ou combien de voix celle-ci lui a apporté. Est-ce que les personnalités publiques ont le pouvoir d'influencer les jeunes ?
Oui. Mais est-ce que pour autant les célébrités ont un réel pouvoir sur les résultats d'une élection ? Bof. Et Taylor Swift ne fait pas vraiment exception à la règle. Vous vous rappelez son post Instagram dans lequel elle soutient les 2 candidats démocrates en fustigeant Marsha Blackburn ? Eh bien ça n'a pas empêché sa bête noire de l'emporter. Conclusion donc, seul l'avenir nous le dira. Je sais, c'est frustrant.